ce sujet d'une façon très générale. Pourquoi? Parce que je suis médecin généraliste. Donc, si vous avez une mère narcissique, premièrement, il faut toujours commencer par la sécurité. Alors, la sécurité dans mon cabinet ou dans un hôpital, nos pratiques médicales quotidiennes, comment est-ce qu'on s'assure de la sécurité des gens? C'est en les protégeant, ok? Mais quand on fait quelque chose sur Internet, il faut toujours commencer par protéger les abonnés, d'accord? Donc, premièrement, pour vous protéger, vous devez savoir que je suis médecin généraliste, que je ne suis pas psychiatre. Deuxièmement, vous devez savoir que quand on parle, quand on débat un sujet, il s'agit d'un simple débat, ok? Ce n'est pas une consultation, ce n'est pas un avis. Cela, même si ça ressemble à votre cas, ça peut ne pas s'agir de votre cas, ok? Il faut savoir que les consultations de psychiatrie se font uniquement par un médecin psychiatre dans un service ou dans un bureau et non pas à distance et non pas par téléphone et non pas au privé. Et puis, il faut vous dire un truc très important, le problème d'usurpation commence à se répandre de plus en plus. Moi, j'en ai été victime, c'est-à-dire, il y a une page sur Facebook qui utilise mon nom, qui met en direct mes lives. Donc, toi, tu auras l'impression que tu es en train de suivre ou d'écouter un live en direct d'une doctoresse, alors qu'il s'agit d'une autre personne, c'est-à-dire un criminel, qui se fait aller pour un médecin. Ok? Donc, prière de ne jamais discuter en privé sur les réseaux sociaux avec un compte de médecin. D'accord? La médecine se fait uniquement dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les établissements qui ont le droit, qui ont l'autorisation, et par les gens qui sont déjà inscrits dans leur ordre, par exemple, ordre des médecins. Est-ce que c'est bien clair? C'est très important. Cette introduction, je pense que je vais la reprendre à chaque fois que je commence un live parce que protéger le patient, la sécurité est plus importante que la sensibilisation ou que l'information. Parce qu'une information sans sécurité, ça peut vous exposer à un risque encore plus important. Par exemple, si vous avez une mère narcissique ou si vous avez une mère très toxique, peut-être que vous allez être facilement manipulable si vous essayez de discuter en privé avec un compte qui, pour la première fois, vous laisse sentir que vous êtes compris pour la première fois de votre vie. D'accord? Donc, vous êtes plus vulnérable et facilement manipulable. Voilà pourquoi la sécurité est plus importante que l'information sur les réseaux sociaux. Salut Asma, j'ai une phobie d'obscurité atroce. Alors, monsieur Abdo, vous m'avez déjà parlé de cette phobie et je vous ai déjà orienté chez votre médecin généraliste. Pourquoi vous n'avez pas vu votre médecin? Est-ce que je peux savoir pourquoi vous n'avez pas vu votre médecin? Je vous ai orienté en direct. Est-ce que vous avez un problème d'argent? Est-ce que vous avez un problème d'accès géographique? Il est où le problème? Pourquoi vous n'avez pas vu votre médecin généraliste? Alors, je vais commencer par répondre à votre question, parce que ça mérite une réponse. Et il faut arrêter ce jeu sur Internet. C'est-à-dire, vous m'avez posé une question qui ne fait pas partie de ma spécialité. Je vous ai dit qu'il faut toujours commencer par des gens qui ont la même spécialité que moi, c'est-à-dire la médecine générale. Et problème de connexion. Vous avez un problème de connexion ou c'est moi qui a ce problème? Monsieur Abdou, vous m'avez déjà dit que vous avez un problème de phobie et je vous ai déjà demandé en direct de solliciter un médecin généraliste. Pourquoi vous n'êtes pas parti chez votre médecin généraliste? Est-ce que je peux avoir une réponse? On attend toujours, monsieur Abdou. Pourquoi vous n'êtes pas parti chez votre médecin généraliste? S'il vous plaît, est-ce que le live marche bien? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Il y a une question très importante, c'est quelqu'un qui a demandé une solution, qui a présenté un problème
de santé. Oui, merci Lalla Hanan. Donc il a présenté un problème sérieux, c'est la phobie. N'importe quel type de phobie, et en plus on ne peut pas diagnostiquer une phobie sans psychiatre. Merci, je vais voir un médecin le plus tôt possible. Très bien. Alors monsieur Abdou, je vais vous dire quelque chose. Si vous partez pas chez votre médecin généraliste, vous n'avez pas le droit de suivre mes conseils. D'ailleurs, moi je donne jamais des conseils. Voilà pourquoi. Pour pour habituer les abonnés à ne jamais solliciter un médecin en direct ou en privé. D'accord? Alors, la mère manipulatrice. Aujourd'hui, on va bien se concentrer sur la maman. La maman, c'est une personne, c'est un acteur très important dans le principal feuilleton de ta vie. La maman a une place primordiale dans l'éducation. Ok? La maman a une place très importante et c'est elle qui décide est-ce que tu vas avoir une personnalité ou non. C'est elle qui décide est-ce que tu vas avoir de la confiance en soi ou non. C'est elle qui décide est-ce que tu vas être bien respecté et tu vas apprendre à remettre les gens à leur place ou non. La maman, c'est elle qui dessine ou qui planifie toute ta vie. Donc si on veut avoir une société juste normale sur le plan psychique et mental, il faut absolument prendre en charge toutes les mamans. Bonne journée, merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou est-ce que vous avez un avis différent ou vous n'êtes pas d'accord? À vous la parole. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Suleiman. Très bien, donc pas de réponse. Je vais continuer mon analyse. Alors la maman, c'est quelqu'un qui est très important dans ta vie. Ok? C'est quelqu'un qui est très important dans ta vie. C'est quelqu'un que tu peux pas vivre sans, premièrement, et tu peux pas te débarrasser de ta maman, et tu peux pas couper les liens avec ta maman, même si tu décides de couper les liens, tu seras toujours attaché à ta maman. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? À vous la parole encore une fois. Encore une fois, pas de réponse. Très bien. Vous savez pourquoi je vous donne la parole? Parce que des fois, j'ai l'impression que, ou même il y a des gens qui me disent, tu monopolises le débat. Ok? Mais puisque je vous ai donné la parole 2 fois, vous n'avez rien dit, c'est-à-dire que vous voulez qu'on travaille d'une façon passive. Donc ça m'arrange, moi. En fait, je peux travailler d'une façon interactive comme je peux travailler d'une façon passive. Ok? Mais ça me permet d'avoir une idée sur les abonnés qui sont présents. Par exemple, le soir, les gens sont plus interactifs. Durant la journée, en général, les gens sont très passifs. Bon, je respecte tous les types. Très bien, donc, c'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter pour répondre à vos questions. Alors, pour moi, je pense que tous les patients que j'ai vus, surtout en addicto, surtout en tabaco, surtout
quand il s'agit des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle et toutes les maladies chroniques, les conflits d'ordre familial, parce que le médecin est sollicité pour résoudre des problèmes de santé, les conflits familiaux. Pourquoi? Parce que quand il y a un conflit, automatiquement, il y a des exacerbations ou il y a des crises d'une maladie chronique. Parce que les maladies chroniques n'évoluent pas toujours de la même façon. Par exemple, tu as un diabète, si tu as une affection, une pyélonéphrite ou un abcès n'importe où, tu peux avoir tu peux faire une crise, tu peux faire une hyperglycémie, tu peux avoir un déséquilibre de ton diabète. Si tu as par exemple une maladie chronique d'ordre neurologique ou métabolique ou immunologique, c'est-à-dire médecine interne et tout, maladie interne, maladie de système, on appelle ça maladie de système ou connectivite. Alors, les poussées, on a une maladie chronique, on a un traitement de fond, et puis on a un traitement des poussées, c'est-à-dire les crises. Tu as une maladie chronique, c'est-à-dire congé de temps, et tu as des fois, de temps à autre, des crises. Donc, ce que j'ai remarqué dans ma pratique, c'est que les crises apparaissent plus et sont déclenchées par les conflits familiaux. Donc, on est amené à apprendre à résoudre les conflits familiaux et apprendre à découvrir ces conflits et leur retentissement sur les maladies chroniques, sur l'augmentation de la fréquence des crises et des poussées. C'est bien clair. C'est-à-dire, il faut absolument agir sur ce facteur qui augmente le nombre des accès. Courage, docteur. Merci. C'est Belmleh. Bonjour, docteur. Bonjour, Sidi. Donc, les conflits familiaux retentissent sur les problèmes de santé que le médecin généraliste doit gérer. C'est-à-dire, il est obligé de gérer les conflits familiaux. Voilà pourquoi je traite toujours ces sujets. Alors, la maman, tous les adolescents que j'ai traités, tous les patients qui sont venus me voir pour un sevrage, ils ont tous un problème avec leur maman. Tous les patients, merci docteur, je vous en prie Léla, tous les patients qui ont un problème de santé, toute personne dans ce monde, sur la terre, qui a un problème de santé psychique ou un problème de santé ou un problème de stress, peur, inquiétude, phobie, problème de confiance en soi, problème relationnel, soit elle est toxique, soit elle est toujours entourée par des gens toxiques. Toute personne qui ne se sent pas respectée, toute personne qui se sent faible, toute personne qui se sent impuissante, il faut savoir que tout cela est dû à votre maman. Comment ça? Bon, moi je parle à partir de ma pratique professionnelle concrète. Je parle de tout ce qui est vrai, réel, authentique. Je ne parle pas de la théorie. Pourquoi tout ça? Parce que toi, tu étais rien. Tu étais rien, un bébé. Un petit morceau de chair. Ok? Pour simplifier les choses pour vous, on va aller étape par étape. Tu étais un petit bout de personne, d'être humain. Tu sais rien. Tu n'as aucune application dans ta tête. Tu n'as aucune culture. Tu n'as aucun système de croyance. Tu n'as aucune image de toi. Tu avais rien. Donc, qui est le premier responsable de toute ta façon de voir les choses, de toute ta façon de réagir, de toute ta façon de percevoir les choses, de toute ta façon de raisonner? C'est la première personne que tu as connue durant ta vie. Alors là, on parle de la maman en général. Tu es parfaitement bien influencé par ta maman. Donc, on ne pourra jamais traiter un malade si on ne traite pas sa maman. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Si la maman est toxique pour l'avenir des enfants, c'est exactement ce qu'on va traiter. Bravo pour cette question. Bonjour, docteur Asma. Bonjour, Sidi Ami. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'on ne peut pas traiter quelqu'un si on n'a pas traité sa maman?
Et si la maman est décédée ou elle est bien loin de lui, elle vit dans un autre pays, dans une autre ville où elle est déjà décédée, il faut absolument traiter l'enfance. Est-ce que vous êtes d'accord? Le message principal que je veux transmettre à travers mon live, c'est ça en fait. Il n'y a pas de traitement individuel en médecine. Il faut traiter toutes les causes. Et la principale cause de maladie dans le monde, c'est la maman. Pourquoi? Parce que si par exemple, nous avons des seuils de dégustation. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire. Le seuil de dégustation, par exemple, quand tu dégustes quelque chose, tu as un appareil gustatif qui te permet de savoir est-ce que c'est salé, est-ce que c'est sucré, est-ce que c'est amer, est-ce que c'est piquant, ok? Donc, quand tu étais très petit, si ta maman mettait beaucoup de sucre dans la théière ou dans je sais pas moi, dans la tasse de café, il y a ta bouche, il y a ta langue, il y a ton système gustatif qui va s'habituer à cette quantité. C'est-à-dire, tu vas augmenter le seuil de sensation de ce goût. Ok? Par contre, si tu as grandi dans une famille où la maman ne met pas de sucre, le jour J où on va te présenter un plat avec du sucre, tu ne pourras pas le manger. Le jour J où on te donnera par exemple un verre de thé avec du sucre, avec une quantité normale, acceptable de sucre, toi tu ne pourras pas l'accepter. Pourquoi? Parce que grâce à ta maman qui ne mettait pas du sucre dans le thé, tu as un seuil très bas, un tout petit seuil. C'est-à-dire le seuil c'est quelque chose qui à partir duquel on peut sentir quelque chose ou réaliser quelque chose. Ok? Par exemple, le seuil de colère. Il suffit de ne pas te saluer ou de ne pas répondre à ta salutation pour que tu t'énerves. D'autres n'ont pas de seuil de colère. Tu peux les insulter et ça ne leur fait ni froid ni chaud. C'est important. Est-ce que vous avez compris l'exemple du sucre? On reviendra au sujet d'hier. Et si la maman n'admet pas sa maladie? Voilà, bravo monsieur Amin. C'est ça l'intelligence c'est là où réside l'intelligence du médecin psychiatre. Le médecin psychiatre est prêt à traiter les gens de façon indirecte, même s'ils ne veulent pas consulter le médecin. Même s'ils sont pervers narcissiques, parce que pour le pervers narcissique, il n'y a pas de traitement, mais il y a des moyens de gérer tes relations avec lui et tes liens. Parce qu'on ne peut pas couper quelqu'un de sa famille. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris l'exemple du sucre? C'est-à-dire que ta bouche, ta langue s'est habituée à un certain niveau de sucre, un certain taux de sucre, une certaine quantité de sucre. Et cela diffère d'une famille à l'autre selon ce que faisait la maman. C'est-à-dire que tout dépend de la recette et la façon de gérer. Donc, est-ce que vous avez compris cet exemple de sucre? Est-ce que le live marche bien? Parce que j'ai comme l'impression que vous ne voulez pas répondre. Au moins, dites-moi juste, est-ce que le live marche bien? Oui, bravo. Puisque vous n'avez pas répondu oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris cet exemple. Je veux bien le détailler. Nous avons deux familles. Ok? Une famille marocaine, une famille française. La famille marocaine met beaucoup de sucre dans le thé. Ok? La famille française ne met pas de sucre dans le thé. Les enfants de la famille marocaine vont s'habituer à une quantité importante de sucre pour pouvoir boire le thé. Les enfants de la famille française n'ont pas besoin d'une quantité de sucre pour pouvoir boire du thé. Si on est assis
si par exemple on est tous assis ou on s'est bien installé dans un restaurant, dans un café, et qu'on va demander par exemple du thé, s'il n'y a pas de sucre dans ce café ou dans ce café-resto, et que le serveur vous pose à tout le monde le thé sans sucre, les enfants de la famille française ne vont rien, ne vont faire aucune remarque parce qu'ils sont habitués à boire du thé sans sucre, parce que leur maman les a habitués à boire du thé sans sucre. Par contre, dans la table où il y a la famille marocaine, les enfants ne vont pas pouvoir boire ce thé sans sucre. Pourquoi? Parce que leur maman les a habitués à prendre une grande quantité de sucre. Donc même leur bouche, leur langue, se sont habitués à une quantité importante de sucre. Donc ils vont faire la remarque. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'habitude et ce que faisaient les mamans a retenti sur le comportement des enfants. Ça, c'est un exemple très simple, très concret qu'on peut toucher. Est-ce que maintenant l'exemple est clair? Oui, bravo. Alors, à part la façon de cuisiner ou la façon de préparer le plat ou la façon de s'habiller, il y a d'autres exemples. Alors, comment est-ce que la maman peut influencer et même contrôler et maîtriser et manipuler et gérer tout ce qui va se passer avec leurs enfants, avec ses enfants? On va vous donner un autre exemple. Par exemple, nous avons deux familles. La première famille, une maman, par exemple, qui crie tout le temps. Une femme brutale, une femme violente, une femme sauvage. Avec tous mes respects aux mamans, mais là on est en train d'expliquer. Quand tu as une famille où la maman crie tout le temps, c'est-à-dire quand tu passes à côté de la maison, tu peux savoir que la maman est là. Quand tu demandes aux voisins, est-ce que Madame Teresa est là? Tous les voisins vont te dire non, elle n'est pas là. Ils sont sûrs qu'elle n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'ils ne crient pas. Donc c'est une famille, c'est une maison, un foyer, c'est une famille où la maman crie. Par contre, on va donner un autre exemple, l'exemple B, une famille où la maman parle très doucement, ok? Et tu peux ne pas savoir si elle est là ou pas. Est-ce que vous avez déjà eu des voisins comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu des voisins comme ça? Est-ce que vous avez déjà vécu près d'une famille du premier type ou du deuxième type? Est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous avez compris de quoi je parle? Moi, je vise les adolescents pour... Oui, bravo. Très bien. Alors, il y a une grande différence entre le foyer où la maman crie et le foyer où la maman parle à voix basse. Ça ne veut pas dire que la femme qui parle à voix basse n'est pas manipulatrice. Attention, il y a des jeux, il y a des niveaux. Moi, je suis en train de partager avec vous les choses les plus concrètes, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Alors, automatiquement, les enfants de la dame qui crie ne vont pas parler de la même façon que les enfants de la femme qui parlent d'une façon respectueuse, d'une façon chic, d'une façon classe. D'accord? Très bien. Donc, jusque-là, ça va. Tout est clair. Alors, moi, ce que j'ai remarqué chez les enfants de ces deux types de femmes, une qui crie et une qui parle à voix basse, c'est qu'ils ont un problème
d'ouïe, c'est-à-dire quand tu parles à voix basse, à voix normale, il ne te respecte pas, il ne te comprend pas, il ne peut pas obéir à ce que tu lui dis, il peut même pas céder, il ne peut pas respecter ce que tu dis, et tu es obligé de crier ou de lui parler d'une façon vraiment impolie pour qu'il comprenne ce que tu veux dire. Sinon, il va te prendre pour quelqu'un qui n'a pas une forte personnalité. D'accord? Là, on va bien détailler ce point parce qu'il est très important. Il y a des gens que quand tu es gentil avec eux, quand tu es classe, quand tu es respectueux, quand tu es élégant dans ton discours, on te prend pour quelqu'un qui est peureux, qui n'est pas courageux. D'accord? Donc, bonjour, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, on parle de la maman manipulatrice, perverse, narcissique. Et là, on est en train de parler comment est-ce que la maman peut influencer ses enfants et le rôle de la maman ou le poids de la maman sur la gravité des maladies psychiques et des maladies physiques des gens. Alors on a donné le premier exemple du seuil de sucre et là on est actuellement en train de traiter l'exemple de deux familles où dans la première famille nous avons une mère qui crie, deuxième famille nous avons une maman qui parle à voix normale ou douce ou basse. Alors si vous avez remarqué, il y a des gens quand tu les traites gentiment, on ne te respecte pas. On te prend pour quelqu'un de très 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 faible. On te prend pour quelqu'un d'idiot. On te prend pour quelqu'un manipulateur. On te prend pour quelqu'un hypocrite. Est-ce que vous avez déjà touché ça chez quelqu'un? Ou est-ce que c'est vous qui avez déjà traité les gens comme étant hypocrites uniquement parce qu'ils sont doux? On va parler de la douceur dans le discours. Il y a des gens qui ont hérité ça de leur maman. Maman est douce et toi tu es doux. Point. Ta maman est diplomate, toi tu es diplomate. Point. Il y a d'autres personnes qui sont très sages parce qu'ils ont hérité ça de leur maman. Donc, quand tu as le caractère, des fois, tu as du mal à avoir avec les gens, avec ton entourage, avec camarades. Donc, ce problème, déjà, commence à apparaître à l'école, à la crèche. Alors là, c'est une station qui est très importante pour détecter ce type de problème avant l'apparition de d'autres problèmes liés à ça. Parce qu'un simple problème relationnel, une solitude d'un élève peut très bien aggraver un problème. Donc, si on veut traiter les maladies d'une façon intelligente, on doit les détecter. Le dépistage précoce est très important, même dans les problèmes d'ordre relationnel. Donc, toi, des fois, il y a des gens qui croient que tout le monde ne les aime pas. Personne ne m'aime. Le patient te dit, docteur, personne ne m'aime. Il faut savoir que tu as un caractère qui repousse les gens et qui les oblige de s'éloigner de toi. Il y a quelque chose en toi qui peut les pousser. Alors là, il faut savoir que on est là, on a une seule vie, et c'est bien d'apprendre à vivre avec les autres, et c'est bien de comprendre qu'on est très différents, et c'est bien de comprendre que à chacun son système de croyance familial hérité, et puis son système de croyance qu'il a fait à l'aide de son psychiatre. Donc, tu ne dois pas juger les gens, premièrement. Ça n'a aucun sens de juger. Ça n'a aucun sens. Parce que vous jugez quoi? C'est quoi votre référence? Votre référence, c'est votre famille. Mais est-ce que votre famille était à la hauteur? On ne sait pas. Si votre famille était à la hauteur, normalement, vous ne devriez pas parler avec n'importe qui. Vous devez parler avec les gens de qualité. Donc, c'est toujours votre problème. Si vous avez des problèmes avec les gens, c'est toujours votre problème. Soit que vous êtes très très bienveillant, bien éduqué, poli et tout, et que vous avez du mal à choisir les gens, les connaissances, les amis et tout. Soit que vous êtes une personne qui n'est pas bien éduquée ou une personne qui ne sait pas comment bien gérer ses émotions
une personne qui ne se contrôle pas, et vous avez hérité ça de votre famille. Donc, les gens ne sont pas responsables de ce que vous avez hérité. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous arrivez maintenant à me suivre? Ah ok, merci pour le sujet. Je vous en prie, Soso. Tu as déjà dit, tu n'es pas psychiatre. Oui, je l'ai déjà dit. J'ai pas bien compris votre question. C'est important de mentionner ça. Voilà pourquoi je fais toujours une introduction. Bonjour, je suis docteur Asma Amdouni, médecin généraliste. C'est important, c'est obligatoire. Moi, je comprends pas pourquoi les influenceurs ne se présentent pas au début, mais j'aimerais vous dire que mon introduction, quand je le faisais en arabe, il y a des gens qui me disaient tu fais la fière, tu es fier de toi et tout. Non, c'est pas de la fierté. Et même la fierté, c'est pas quelque chose de déconseillé. Mais c'est obligatoire et c'est respectueux de ma part de me présenter. Comme ça, lorsque tu vas voir les rediffusions, dès le début, tu vas savoir à qui tu t'adresses ou qui est-ce qui vous adresse ces informations. C'est important. Le cri intervient quand ces personnes sont contrariées. Leurs enfants, c'est pareil. Bravo, monsieur Amin. Et le papa, tu en parles. Aujourd'hui, on parle de la maman. On vit dans un monde, tu trouves que des pervers narcissiques entourés de toi. Oui, mais je pense qu'on doit arrêter de traiter les gens comme des pervers narcissiques. Pourquoi? Parce que on a besoin d'un médecin psychiatre pour mettre le diagnostic. Et le médecin psychiatre ne peut pas être sûr que la personne est perverse narcissique s'il n'a pas mené un interrogatoire avec cette personne. Pourquoi? Parce que je peux très bien partir chez un médecin et commencer à pleurer, à faire une crise et lui dire je suis victime d'un pervers narcissique, mon époux est pervers narcissique, machin. Et après, il peut découvrir que c'est moi qui est perverse narcissique ou c'est moi qui est schizophrène. Le psychiatre, c'est comme un juge. Bon, dans un volet, c'est comme un juge. Pourquoi? Parce que s'il juge quelqu'un pervers narcissique, il peut commettre une grosse erreur. Parce qu'il peut donner, par exemple, un certificat à la victime alors que ce n'est pas la victime. Je vais expliquer ça très bien parce que c'est important de détailler ce point-là. Le diagnostic de pervers narcissique. Pourquoi c'est interdit à quelqu'un qui n'est pas psychiatre de mettre ce diagnostic? Parce que le psychiatre, quand il dit que toi tu es victime d'un pervers narcissique, il doit donner un certificat. Tu as le droit. Parce que tu peux très bien en avoir besoin pour, je sais pas, poursuivre quelqu'un juridiquement. Peut-être, pardon. Peut-être que tu as déjà un problème légal, juridique avec quelqu'un. Tu es en instance de divorce. Peut-être que le juge a besoin d'un certificat médical. Peut-être que ton avocat a besoin d'un certificat médical. Donc, le médecin psychiatre doit donner un diagnostic après une confirmation et une certitude totale. Pourquoi? Parce que quand il écrit dans le dossier que cette personne est suivie pour dépression, pour je sais pas moi, elle a été victime d'un pervers narcissique, le jour J où la dame va lui demander s'il vous plaît donnez-moi un certificat pour le communiquer à mon avocat ou parce que le juge l'a demandé, alors là le psychiatre sera obligé de vous donner un certificat bien détaillé si le juge ou si le procureur le demande. D'accord? Parce que comme vous savez, le procureur, il peut tout demander. Donc, à ce moment-là, le médecin psychiatre ne peut pas se dire ah non, mais attention, je peux pas vous donner un certificat parce que je suis pas sûre à 100% que votre mari est pervers narcissique. Alors là, ça se fait pas. Voilà pourquoi quand tu pars chez un médecin psychiatre, qu'est-ce qu'il fait? Il t'interroge tranquillement. Il peut te convoquer
Et encore une fois, il va convoquer ton partenaire. Si le partenaire ne vient pas, il va essayer de faire un diagnostic d'une façon indirecte. Il doit prendre son temps. Donc, quand le médecin prend son temps ou te demande de patienter avant de mettre le diagnostic, automatiquement le patient va croire que le médecin n'est pas compétent. Alors que non, c'est ça la compétence. C'est ça le professionnalisme. C'est ça la perfection même. C'est ça le charme du psychiatre. C'est de ne pas se précipiter à mettre le diagnostic. Quand le psychiatre travaille ainsi, cela veut dire qu'il est très, 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 très compétent et cela veut dire qu'il est sûr de lui. C'est ça la confiance en soi. La confiance en soi, le vrai sens de la confiance en soi chez un médecin psychiatre, c'est de ne jamais se précipiter pour donner un diagnostic, pour poser un diagnostic. Il n'y a pas le feu. On n'est pas là, on n'est pas dans une compétition, on n'est pas dans une course. On est là pour le bien-être du patient. On a de la patience en médecine. Voilà pourquoi c'est merveilleux et c'est très élégant d'être suivi par un médecin psychiatre. Voilà la sagesse, Arzana. Voilà pourquoi moi je n'aime pas ce que font les gens sur Internet quand ils parlent de pervers narcissiques à droite et à gauche. Je vais lire rapidement vos commentaires. Mon téléphone va bientôt se décharger. Il est à 1%. Et si vous permettez, le soir, on va parler du pervers narcissique. Bon, le diagnostic du pervers narcissique. Ou on va continuer. Mon Dieu.